donc du coup, on va commencer. Donc effectivement, on a prévu de faire un point en une demi-heure à peu près sur le statut juridique pour mon entreprise. Alors, on s'adresse moi, enfin, il y a Nathalie Mélina qui est juriste chez nous à Serre France, et moi-même, Vincent Bureau, je suis conseiller. J'accompagne les gens dans leurs projets, enfin dans cette partie de mon job, et sur le plan économique, alors que Nathalie est plutôt dans le domaine juridique. Voilà, pour faire simple. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est tous les deux complémentaires, avec l'appui de Valérie, bien entendu. Donc en fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut voir aujourd'hui, quel est le cadre du statut juridique, hein, sachant que quand on crée une entreprise qui a une existence juridique, il y a deux formes. Le statut donne la structure juridique et le cadre de l'entreprise, avec deux grandes familles, ce qu'on appelle l'EI, hein, on parle d'EI ou d'entreprise individuelle, c'est la même chose, hein, et puis le statut d'une société, hein. Voilà, il y a deux grandes familles qui va nous rassembler aujourd'hui. Et en général, quand on crée son entreprise, c'est-à-dire hein, quand on rentre dans la phase de création auprès du guichet unique, euh, on a besoin d'avoir défini, d'avoir décidé le type de forme sociétaire ou le type de forme individuelle qu'on veut engager, hein. Donc il faut réfléchir avant d'être immatriculé, ça va de soi, et non pas lorsqu'on s'immatricule. C'est tout l'accompagnement qu'on propose. Alors, où on se situe dans la création-reprise d'entreprise, c'est-à-dire que là, on vous a présenté une frise un petit peu des grandes étapes que vous connaissez tous, je pense, sur ça. On se situe, voilà, on a entouré le cadre juridique, fiscal et social hein, qui nous rassemble aujourd'hui, sachant que, bien entendu, tout ça, ça se place dans un cadre bien plus important qui est le mode projet, hein, entre l'adéquation de soi-même avec son projet, où j'en suis, pourquoi je crée, etc. Quid de mon marché? C'est l'étude de marché, pour moi, c'est la phase la plus difficile et la plus importante, hein. Dans quel marché je vais me situer? Quand on est à peu près clair sur le type de marché, on, on préconise d'élaborer son prévisionnel. Et j'insiste, le prévisionnel, ça se fait toujours avant le choix du statut. Hein, parce que quand bien même il y a des incidences du statut sur notamment le fiscal et le social, mais le prévisionnel, c'est le modèle économique que l'on doit choisir. Donc là-dessus, quand on est à peu près clair sur, en gros, quelle est ma rentabilité, quels sont mes coûts, etc., on fait une lecture fiscale, sociale et juridique, et c'est ce qu'on propose de le conduire aujourd'hui. Avec ensuite la cinquième étape, c'est dans tout ça, il y a des aides à la création ou au statut qui peuvent être intégrées dans le choix dans le choix effectivement de ce de ce qu'on entreprend, pardon. Alors, euh, je te donne la parole, Oui, oui, mais c'est ce que j'ai. Nathalie. Oui, ok, pas de souci. Effectivement. Donc là, on a, dans un premier temps, on va parler de l'entreprise individuelle, hein, donc ce qu'on disait l'EI. Donc, du coup, cette EI, ben, dans un premier temps, on a la séparation des patrimoines. Je te laisse avancer les slides au fur et à Ouais, mesure, du coup, hein, ouais. il n'y a pas de souci. La séparation des patrimoines qu'il faut bien sûr nuancer parce qu'on verra pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi. C'est quand même très souple parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de rédiger des statuts, pas besoin de faire d'actes. Donc, effectivement, on a juste l'immatriculation à gérer auprès du guichet unique de l'INPI. Donc, c'est bien plus facile. Et on a en fait un régime fiscal et un régime social qui est approprié à l'entreprise individuelle et qu'on va également vous présenter. Donc, Alors, la séparation, pardon, ouais. excuse-moi. Voilà, c'est une notion très importante qui est récente, mais qu'il faut bien repérer. Voilà, donc en fait, on a une loi de 2022 qui nous dit que désormais, en fait, d'entrée, de plein droit, en fait, sans qu'on fasse quoi que ce soit, tous les biens qui sont de nature non professionnelle sont préservés, hein. Alors, on parle surtout des biens immobiliers, bien évidemment. Donc, c'est automatiquement, on va dire, séparé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez des dettes vis-à-vis d'un ou plusieurs créanciers, le patrimoine personnel, le patrimoine privé immobilier ne sera pas
C'est dit, hein. Enfin, il y aura une protection de base. Après, cette protection de base, elle est quand même assez limitée parce qu'en fait, ça concerne principalement la maison d'habitation. Au-delà, après, s'il y a d'autres biens qui sont, comment dire, votre propriété, mais qui ne sont pas habités par vous, là, à ce moment-là, il faudra faire des démarches auprès du notaire pour avoir des protections complémentaires. Mais déjà, d'emblée, on sait que c'est séparé. Alors, par contre, oui, voilà, vas-y. on nuance quand même cette séparation. Pourquoi? Parce que pour toutes les créances qui sont nées antérieurement, donc bien sûr, les créanciers ont un gage sur le patrimoine à la fois professionnel et personnel. Et puis, évidemment, il y a une chose importante, c'est que vis-à-vis du banquier, généralement, celui-ci, qui connaît bien les règles, va vous solliciter, vous demander des garanties personnelles, hein, c'est-à-dire des garanties personnelles pour garantir un emprunt professionnel. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà. Et puis, du coup, il y a aussi tout ce qui concerne les administrations qui ont des droits et des priorités, des droits de préemption qui sont effectivement pas contraints ni soumis, on va dire, à cette règle de séparation des patrimoines. Notamment en social. En TVA, c'est pas facile, on peut, mais en social, Oui. les dettes sociales qu'on a en entreprise individuelle, même si on a cette séparation, on garde le terme séparation, hein, du patrimoine dans le cadre professionnel, les dettes sociales courent toujours. En principe, voilà, surtout les dettes personnelles, en fait, hein. Alors ensuite, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très souple, hein, pour la mise en place, hein, pas de statut, pas de capital à constituer. Alors après, il faut faire une comparaison société civile ou société commerciale. Les sociétés civiles, elles ont un capital à constituer, mais pas une obligation de le libérer. Pour les sociétés commerciales, on a une obligation de libérer un certain montant. Alors on verra plus loin combien, mais on a un certain montant à libérer. Car en entreprise individuelle, on n'a pas cette notion de capital social à verser au démarrage de l'entreprise. Avec la mention entreprise individuelle, Oui, qu'on doit qui doit être mentionner portée, sur tous oui, les tout à documents, fait. ses factures, ses devis, Exactement. ses Voilà. Et propositions puis, commerciales, hein. tout à fait. Et de la même manière, il convient d'ouvrir un compte bancaire spécifique professionnel et ne pas rester en fait sur simplement un compte bancaire personnel. Alors, le régime fiscal de l'entreprise individuelle, eh bien, le régime fiscal de l'entreprise individuelle est déterminé selon selon son chiffre d'affaires sur lequel on déduit, enfin, pardon, dans le régime de l'entreprise individuelle, il y a deux régimes accessibles, le régime réel, hein, et le régime de du micro fiscal, hein. Le régime du réel, c'est on détermine ses recettes, hein, sur lequel on déduit ses frais et ses dépenses et ses amortissements, et ça nous donne un résultat, hein, qui est un revenu BIC, bénéfice industriel et commercial, ou BNC, ou bénéfice agricole, hein. C'est les mêmes règles pour les exploitations agricoles, donc on est au réel, donc ma base fiscale et sociale, c'est en fonction de ce que je gagne. La possibilité pour l'entreprise individuelle, c'est aussi de relever du régime de la micro-entreprise, hein. C'est au lieu d'avoir un résultat déterminé selon les bases réelles, on a un résultat déterminé selon des bases forfaitaires. Donc, c'est le chiffre d'affaires sur lequel on retranche un abattement de 71% si on fait des ventes de marchandises ou de 50% si on fait des prestations de services pour les BIC, ou un abattement de 34 pour les professions libérales. A priori, dans le tour de table, il n'y avait pas de profession libérale. Et on rajoutera dans la présentation générale qu'on vous adressera pour les dossiers agricoles, l'abattement, c'est ce qu'on appelle le micro-BA, hein, et on le rajoutera dans la présentation. Et bien, l'abattement, il est de 87%. Hein. Donc, ce qui veut dire que, bon, quelqu'un, là, il y avait des gens qui sont dans les chevaux, ou Madame Gilibert qui est dans la micro-entreprise, enfin, en projet, vous, fiscalement, vous avez un revenu qui est déterminé selon votre chiffre d'affaires sur lequel on applique le bon abattement. Il y a 4 abattements à choisir. En général, on trouve le bon.
Hein, ça, c'est notre rôle aussi de trouver le bon. Hein. Mais ça, c'est ce qui vous permet de calculer votre revenu fiscal. L'entreprise individuelle, depuis le 15 mai 22, offre la possibilité de relever du régime de l'IS. Hein. Donc, le régime de l'IS, c'est le régime fiscal des sociétés. Hein. Donc, dans ce cas-là, votre résultat, c'est l'entreprise individuelle qui paye l'impôt lié à son résultat, alors que quand on est à impôt quand on relève de l'IR, c'est le contribuable qui paye l'impôt sur la part de résultat. Hein. Donc, c'est différent. Donc, c'est un régime hybride entre l'impôt sur le revenu et le régime des sociétés. Ça permet de gérer ses cotisations sociales notamment, mais c'est un régime qui est un peu dérogatoire et qui pour nous pose problème parce que, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un régime qui pose problème sur la question de la distribution du résultat. euh, qui est assimilé à des prélèvements sociaux, enfin à des dividendes en fait. Hein. Et donc du coup, pour la consigne, si vous voulez, aujourd'hui, on a à peu près juste 2 ans d'antériorité, même une année fiscale, on raisonne par année fiscale. Et la consigne, et c'est un régime qui est très peu utilisé parce qu'il induit des choses qui ne sont pas bien précisées. Hein. Donc pour l'instant, on ne préconise pas ce régime de l'IS pour l'entrepreneuriat individuel. On pourra en parler dans nos questions, mais on ne le préconise pas. Hein. Au niveau social, au niveau Pardon. social, je garde la parole, hein, Oui, 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 Nathalie, bien c'est ce qu'on sûr, pas avait de dit. souci, pas de souci. Au niveau, quand vous êtes en entreprise individuelle au régime social, pour le régime social, eh bien, vos cotisations sociales, vous relevez des travailleurs non salariés ou de la MSA, hein, de l'URSSAF indépendant ou de la MSA, et vos charges sociales, si vous êtes au réel, c'est 45% du résultat, pour simplifier. Hein. Alors que si vous êtes en micro-entreprise, les charges sociales dépendent du chiffre d'affaires. Et là, on vous a mis les taux 12,3 pour le chiffre d'affaires si vous êtes en vente de marchandises, 21% si vous êtes prestation de service, que vous soyez en BIC ou BNC. Et pour les agriculteurs, on mettra le taux qui est un taux un peu plus différent puisque le micro-social est fermé pour les dossiers agricoles, mais pour autant, on peut avoir des bases selon le micro BA. Ça, on vous expliquera, on le rajoutera dans la slide. Hein. Mais effectivement, les charges sociales, c'est calculé selon un pourcentage du chiffre d'affaires si vous êtes au micro ou selon les bases réelles si vous êtes au réel. Hein. Et on a mis effectivement la question du régime réel selon l'IS. Bon, pour l'entreprise individuelle, mais encore une fois, on ne le pratique pas ou on attend beaucoup de précision par rapport à ça. Alors, là, le régime spécifique pour les entreprises individuelles, effectivement, alors, vu le temps, on va peut-être passer pour la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est un régime. Quand on est entreprise individuelle, on peut être soit au réel BIC, hein, ou au réel BA, ou au réel BNC, et aussi on peut être en micro BIC, micro BA, micro BNC. Et c'est la même chose pour le micro-social, on appelle le micro-social ou le réel social. Ça, c'est effectivement sur l'entreprise individuelle, il y a besoin et tu me complémentes après, Nathalie, il y a Oui. besoin de simuler le job par rapport au choix du statut, c'est de simuler vos prélèvements fiscaux et sociaux selon que vous soyez au réel en entreprise individuelle ou au micro selon si vous êtes en entreprise individuelle. Voilà. Oui, parce qu'en fait, en fonction du chiffre d'affaires, et surtout aussi, des charges et du fonctionnement des charges de fonctionnement, le micro peut ne pas avoir en fait un avantage et peut être à la limite défavorable. Ce qui est intéressant, c'est donc de vérifier le chiffre d'affaires, les charges en face. Donc ça, c'est vrai que c'est une analyse qu'il faut faire au départ. Ensuite, il faut, le comparer donc avec un régime micro où on aura un abattement forfaitaire.
on prend son chiffre d'affaires et on a un abattement forfaitaire. Et puis, petite précision complémentaire, quand on est au réel, on a l'obligation de tenir une comptabilité. Oui. Par contre, quand on est au régime micro, on n'a pas cette obligation. On peut Ouh. effectivement en plus être en micro, mais être à la TVA ou ne pas choisir Voilà. cette option. On- Et donc, dans ce cadre-là, du coup, on peut mm, avoir simplement des déclarations de TVA à faire ou une mm. comptabilité complète à confier. Très souvent, les gens, et même la TVA, c'est une question dissociée du régime juridique. Hein. Oui, Un entrepreneur individuel peut être à la TVA ou ne pas être à la TVA. Une société peut être à la TVA ou ne pas être à la TVA. Ça dépend du chiffre d'affaires, en gros, la TVA. Hein. c'est encore Donc je voilà, dis une ça parce notion qu'on de a chiffre très souvent la d'affaires. question, je Hmm. suis en société, je suis à la TVA, c'est faux. Vous n'êtes pas obligé d'être à la TVA quand vous êtes en société. Mais on va pas faire le webinaire sur la TVA parce que là, Non, on va décaler. On passe sur la deuxième partie, le statut sociétaire. voilà, la Alors, société. je te Toi, laisse tu prendre veux, la main. Vas-y, faut vas-y, aller très vas-y, vite. Si Nathalie. j'ai bien Ouais, compris, il faut qu'on accélère, c'est ça? ça Donc, en va. fait, ça va, c'est bon, on est bien. Donc, là, du coup, dans une société, on peut être seul ou on peut être plusieurs. En général, donc là, on parle principalement des sociétés commerciales. Donc, les sociétés commerciales, c'est la SAS ou la SARL. Dans tous les cas, l'associé qui fait ses apports a sa responsabilité qui est limitée au montant des apports. On peut avoir un ou plusieurs dirigeants. Ces dirigeants sont associés ou ne peuvent pas l'être. C'est possible aussi en société commerciale. Ensuite, bon, il y a bien sûr la responsabilité civile, pénale qui est là et qui est liée à la gestion de l'entreprise. Mais pour tout ce qui concerne, on va dire, la responsabilité financière, c'est vraiment limité au montant du capital social. Et donc, du coup, on détermine son capital social en fonction de l'importance de l'entreprise, de comment les choses vont être au niveau activité économique, comment on va pouvoir en fait, comment dire, constater le résultat, comment il va être. Donc ça a une résonance parce qu'en fait, il y a des règles qui disent qu'on n'a pas le droit de perdre la moitié de son capital social. Donc je vous le dis rapidement, mais bon voilà. Après, ça induit des modifications et des formalités complémentaires. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail. Mais effectivement, on aura peut-être besoin d'un certain montant de capital social. Et ce montant de capital social aussi, quelquefois, il est demandé par les banques quand il y a une demande de financement où il faut avoir un capital suffisamment conséquent pour que la banque s'engage à vous prêter une somme d'argent suffisante pour pouvoir démarrer votre entreprise. Voilà, donc en fait, il y a aussi le régime social, le dirigeant. Alors, l'associé n'a pas de statut social au sein d'une entreprise, c'est le simple apporteur de capitaux, hein, c'est celui qui verse des fonds et qui investit dans l'entreprise. Par contre, l'entrepreneur, il a forcément un statut de dirigeant et son régime social et donc dépend, en fait, on va dire, de la forme juridique et de l'importance de ses apports en capital social. On verra le détail, je pense, par la suite. Au niveau de l'imposition des bénéfices, on peut avoir, en principe, on a comment dire, un impôt sur les sociétés à partir du moment où on est deux dans une société, SARL ou SAS. Dans une SARL, on a la possibilité, si on est seul, d'être de plein droit à l'impôt sur le revenu. Ça veut dire quoi? La différence, c'est qu'en fait, du coup, si on est à l'impôt sur le revenu, la société, elle est transparente. Elle n'a pas, comment dire, de fiscalité. Elle n'est pas fiscalisable, quel que soit le résultat réalisé. Et c'est au niveau des associés et du dirigeant que la fiscalité va être traitée. Par contre, si on est à l'impôt sur les sociétés, la société, dès le premier euro, va payer 15% d'impôt. Dès le premier euro de bénéfice, va payer 15% d'impôt. Et au-delà de 42 000 euros, elle va verser 25% d'impôt. Ensuite, par contre, voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer dans les détails pour expliquer l'intérêt de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Si ça peut vous intéresser, dites-moi aussi. Oui, enfin, je pense que faudra C'est ça peut-être... se fait en entretien avec individuel. Et d'accord, surtout, ok. on le voit quand effectivement, quand on fait le modèle économique, cette discussion, elle arrive.
par la suite. Complètement, Ouais. complètement, tout à fait. Donc, simplement pour dire qu'effectivement, le régime fiscal, enfin, oui, le régime fiscal IS va peut-être permettre aux associés ou aux dirigeants de maîtriser leurs revenus et de ce fait, maîtriser leur fiscalité personnelle et les cotisations sociales. J'en dis pas plus, parce qu'effectivement, il y a d'autres éléments et ça demande vraiment une analyse, on va dire, au cas par cas, dossier par dossier. Alors, du coup, je vous ai dit le nombre d'associés, au minimum 2, voire Pour le 1, cas de hein, la dans SARL. une SARL, voilà, tout à Mm. fait. Là, on est dans le cas de la SARL. Donc, minimum 2, moi, je dirais plutôt minimum 1. Enfin, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la SARL peut être unipersonnelle. Et en étant unipersonnelle, en fait, on l'appelle EURL. Mais ça, c'est un terme, on va dire, générique, ça n'est pas un terme légal. La légalité vous dit que la société, c'est une SARL unipersonnelle. Donc, un associé ou jusqu'à 100 associés. Votre responsabilité, la responsabilité des associés et des dirigeants est limitée au montant des apports, donc montant du capital social. Donc, ce que tout à l'heure on expliquait pour le banquier qui connaît aussi bien cette règle, c'est qu'il derrière, il va aller demander des garanties complémentaires et personnelles, surtout si le montant du capital social est faible. On peut avoir un ou plusieurs dirigeants, il nous en faut au moins un. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut ne pas être associé, comme il peut l'être sur la structure SARL. Et donc après, par contre, le dirigeant, en tant que tel, engage sa responsabilité civile et pénale par rapport, on va dire, à la gestion de l'entreprise. Il entraîne également sa responsabilité vis-à-vis des associés. Et il engage la société. Alors, on a fait des slides un peu par thématique, l'EURL, la SARL, Mhm. qu'on vous laissera découvrir lorsque vous reprendrez le PowerPoint. Euh, il y a la question de la SAS. Alors, on peut, Oui, SAS, pardon. Il me semble qu'on a fait un tableau. Voilà, voilà on pour peut les passer au différences, c'est plus tableau. simple. Voilà. Enfin, sans. Oui. Ouais, je te laisse te présenter les comparatifs par grande masse. Oui, tout à fait. Donc là, Ouais, du coup, vous avez la notion de SARL et celle de SAS. Donc la SARL, c'est la société à responsabilité limitée et la SAS, c'est la société par action simplifiée. Donc en fait, on n'a pas de capital minimum pour les deux structures. ouais. Sachant que malgré tout, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut quand même un capital et qu'un capital ridicule à hauteur de 100 euros, c'est pas souvent, on va dire, bien vu ni accepté. Puis ça complique beaucoup la gestion future au niveau juridique de l'entreprise, donc c'est à éviter. Donc après, on a d'un côté au niveau des SARL des parts sociales. Pour les SAS, on a des actions. Donc la SAS en fait a été constituée, c'est en fait le bébé de la SA, hein. Sachant qu'elle a été très 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 simplifiée et qu'en plus au niveau de la SAS, on a aussi beaucoup de souplesse qu'on a beaucoup moins sur la partie SARL SARL. où on a des textes qui nous imposent certaines choses. Mm. Voilà, les apports en numéraire. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure de façon importante. On a l'obligation d'apporter une somme d'argent quand on constitue une société. Pour les SARL, on doit apporter au minimum, au moment de la constitution, un cinquième du capital social total qu'on a déterminé. Et le reste, on a 4-5 ans pour le libérer. Pour la SAS, c'est la moitié du capital social qu'il faudra verser au démarrage. Ensuite, au niveau, alors, petite parenthèse Ouais. aussi, rapidement, en principe, les banquiers souvent vous demandent une libération totale parce que ben, ils veulent fonctionner avec un emprunt et se dire si je prête, je veux que les associés s'engagent à verser les sommes et du coup, ils vous demandent une libération totale au démarrage. Mais ça se voit dans le projet spécifiquement. On peut faire des apports en nature ou des apports en numéraire. Ce qu'on fait Mm. des apports en numéraire, c'est des apports de somme d'argent et en nature, c'est des apports de biens mobiliers. Pour cela, si on fait des apports de biens mobiliers, attention, il peut y avoir besoin de faire intervenir le commissaire aux apports. Donc là, on verra en fonction, on voit en fonction, en fait, il y a des règles aussi qui nous disent, attention, quelquefois, il faut faire intervenir le commissaire aux apports. Mais bon, votre conseiller vous donnera les éléments de réponse par rapport à ça. Dans une SARL, on a des dirigeants qui s'appellent des gérants, alors que sur une SAS, on a forcément un président et ensuite soit des directeurs généraux, délégués ou un comité de direction ou un conseil d'administration, etc.
Voilà, il y a forcément un président et ensuite des DG qui auront pas forcément les mêmes pouvoirs ou qui peuvent les avoir. Ça dépend. Après, c'est toute une organisation, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus souple. Donc, sur une SARL, on peut avoir des dirigeants qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Sur les deux côtés, logiquement, il n'y a pas de difficulté particulière. Les dirigeants sont nommés dans une SARL par les associés, dans une SAS, c'est un dirigeant qui est statutaire, donc qui est mentionné dans les statuts. Au niveau des rémunérations, alors du coup, là, pour les rémunérations, on a donc un fixe qui est libre des deux côtés, il n'y a pas de salaire minimum des deux côtés. Par contre, après, du coup, au niveau de la SAS, on arrive en fait dans un statut, le dirigeant d'une SAS a un statut qui est assimilé salarié. De ce fait, en fait, il doit faire une fiche de paye. Et du coup, il a toutes les cotisations sociales du côté employeur, plus les cotisations sociales salariées. Enfin, disons, la société va payer les cotisations sociales employeurs et bien évidemment, comme il est assimilé salarié, le dirigeant, enfin le président, va avoir un prélèvement au niveau de sa fiche de paye comme tout salarié. Donc, ça s'appelle les charges sociales salariales. Et par contre, il n'y a pas de cotisation au niveau du chômage. Hein. Donc, en fait, il n'est pas éligible pour cotiser à tout ce qui concerne le chômage. Donc, en fait, si jamais l'entreprise ou l'activité s'arrête, eh ben, s'il va au Pôle emploi, il n'aura pas acquis des droits pour pouvoir toucher les allocations de retour à l'emploi. Et le statut donc social, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc, du coup, c'est ce que je vous ai dit, assimilé salarié d'un côté et travailleur non salarié de l'autre. Pour le conjoint donc, du président ou du dirigeant, la possibilité d'être conjoint associé ou conjoint Ouais. salarié. Alors que C'est dans même, la SARL, on a la possibilité d'être aussi conjoint collaborateur. C'est un statut qui ouais, est plus proche de l'EI, en fait, on va dire, mais oui, mais qui est voilà. peu utilisé puisqu'il est amené à évoluer par la suite. Donc, un conjoint peut être salarié ou associé dans une société, quel que soit qu'on soit SARL ou SAS, il n'y a pas de conséquences, à partir du moment où il n'est pas dirigeant. Exactement, Ouais, tout à fait. voilà. Il n'y a pas de conséquences, ouais. Alors, OK. mais là, le grand sujet, le grand sujet, c'est comparer effectivement les statuts, le statut social, hein. Alors, on vous a fait une petite slide pour présenter la différence entre le TNS, travailleur non salarié ou assimilé salarié. On ne va pas forcément parcourir le sujet. L'important, c'est que, enfin, ce qu'on dit, notamment quand vous êtes en mode projet, c'est de faire une simulation de l'incidence du statut que vous avez, TNS par exemple, le statut, en général, les artisans, les commerçants ou agriculteurs relèvent du statut de TNS, hein, c'est le statut, et se dire, ben voilà, je suis TNS, quel est le coût de ma protection sociale? Qu'est-ce que le statut ne prévoit pas, notamment par rapport à la prévoyance ou à la perte d'activité, hein, et d'une part, et vous le comparez avec un statut d'assimilé salarié, hein, et pour chacun des statuts, vous repérez, eh bien, notamment pour le statut TNS, ce que le statut ne couvre pas et ce qui peut être euh, apporté par une couverture sociale complémentaire. Et c'est le rôle notamment d'AXA ou d'Alptis qui sont autour de la table, hein, de rentrer là-dedans et de faire une analyse d'impact, hein, du statut. C'est pas neutre, la question du statut, c'est un vrai sujet dans la création de la société, le statut social, c'est un vrai sujet dans la création de la société. Et nous, on n'est pas assureur en tant que cabinet comptable, c'est vraiment de partager avec votre assureur. Il nous arrive de rencontrer des assureurs pour, euh, des créateurs afin de bien se faire comprendre et de repérer les impacts du statut sur les coûts et sur la protection, hein. C'est vraiment le conseil, c'est partager ça avec un assureur, avec une simulation, c'est leur job et ils ont la compétence pour le faire, hein. Euh, Oui, alors, bah voilà, c'est ce qu'on dit. En SAS, les dirigeants sont assigné au régime général, alors qu'en ASRL ou EURL, c'est le système de travailleurs Travailleur indépendants. indépendant, tout Voilà. à fait. Alors, un autre sujet aussi de différenciation entre la SARL et les TNS, c'est la question des dividendes, là aussi, hein. Bon, il existe le mécanisme de la flat tax,
On ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est en gros, c'est la possibilité de prélever une partie de son résultat, non pas sous forme de rémunération, qui est soumise à charge sociale avec un taux de 45%, mais sous forme de dividende avec un taux maximum de 30%. 17,8 plus 17,20, ça fait 30, c'est le taux maximum, hein. Donc là aussi, il faut comparer entre est-ce que je me rémunérerais plus en dividende ou en rémunération de gérant, quid de Pôle emploi par rapport à ça, et quelle est la pérennité de se rémunérer en dividende pour ne serait-ce que pour ma protection sociale, hein. Voilà. Et Donc, peut-être que tu vas le dire après, mais effectivement, pour les SAS, sur les distributions de dividendes, à partir oui, du moment où le dirigeant a une rémunération, il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes distribués. voilà. Alors, c'est ce qui est attractif, c'est ce qui peut rendre attractif le statut de la SAS. Pour autant, là aussi, à côté de son statut, il faut qu'on ait une analyse sur sa retraite, sur les besoins d'argent au quotidien, hein. Un dividende, il faut attendre qu'il y ait le résultat. D'abord, il faut faire du résultat. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une partie de son résultat en général qui sert à être investi, donc il n'est pas forcément prélevable. Et Pas de souci. troisièmement, si j'ai un résultat, si j'ai un dividende de, mettons, 5 000 euros, ben j'en disposerai au minimum 15 mois après avoir créé mon entreprise. Donc il y a un décalage, hein, et qu'il faut intégrer. Et quand on a des dividendes et qu'on est en société type SARL ou EURL, vis-à-vis de Pôle emploi, c'est assimilé à un complément de rémunération. Donc il faut bien gérer ça, hein. Euh, on va laisser la place aux questions. En conclusion, je te laisse la préciser, la conclusion, enfin, avec 3 idées simples. Tout à fait. Nathalie? Oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, comme je dis souvent, en fait, dites-nous ce que vous voulez et comment vous voulez avancer. Après, bien sûr, par rapport à votre projet et quand on a les chiffres au niveau économique, et on adaptera et on trouvera le statut juridique qui vous convient. Parce qu'effectivement, et c'est un statut qui est adapté à vous, mais Voilà. qui en même temps est évolutif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on a décidé de mettre en place une SARL qu'on n'aura pas l'idée dans quelques années de passer en Mm. SAS. Ou inversement, on démarre en entreprise individuelle au Au micro et micro. puis Voilà. on va passer en société au bout de quelques années, etc. On verra les Mm. conséquences et les avantages de tout Mm. ça à ce moment-là. Mais effectivement, rien n'est figé, rien n'est arrêté. Et comme je vous dis, dites-nous et présentez-nous votre projet à l'appui, bien sûr, des chiffres, hein. C'est hyper important de faire une analyse chiffrée de votre projet. Et avec tout ça, on arrive à vous présenter et à vous dire quelle est la forme juridique la mieux adaptée pour créer votre entreprise. Du moins au démarrage. Parce qu'après, voilà, ça peut évoluer. Et au contraire, c'est souvent la vie d'une entreprise, hein. On évolue, on passe d'une forme juridique à une autre pour X raisons. Il y a un choix qui se fait à un moment donné et qui évolue au fil des années et de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Mm. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Après, Et les Valérie, questions. eh ben, est-ce qu'il y a des questions là, Valérie? J'avoue que j'ai pas regardé la Non, non, conversation. Je n'ai pas Non? vu non, passer. Vincent, je n'ai pas vu de questions pour le moment. Donc, vu qu'on a fini la présentation, si vous voulez prendre le Oui, n'hésitez micro, pas, hein, c'est et fait pour prendre la ça. parole. Oui, tout à fait. Est-ce que déjà ça vous a apporté quelque chose, cette présentation? Est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que ça vous a enfin, aidé ou ça vous a plutôt embrouillé? Enfin, dites-nous, effectivement, on est là pour éclaircir certains points si effectivement c'est pas net pour vous. On vous écoute. Oui, Henri Oui. Chéret, du coup, j'en profite. Merci pour la présentation. Bien sûr que ça nous a éclairé. Enfin, moi, ça m'a éclairé. C'est vrai que maintenant, l'étape d'après, c'est que j'ai envie de vous poser des questions, mais vraiment spécifiques à mon projet. Alors ça, C'est je normal. pense que c'est plus le cas en entretien individuel. Est-ce que c'est possible de Oui, caler je un pense que ce sera. Nathalie Sûr, prendra, voilà, bien sûr, contact tout avec à vous. fait. Hmm. D'accord, ok, voilà. Mais, Après, mais voilà, il par, faudra me laisser vos coordonnées. Enfin, je pense que Valérie doit les avoir. oui, oui, oui. Oui, oui, Hein. oui. Oui, Mais ok. vous êtes dans un projet plutôt équin, hein? C'est ça, c'est ça. À Euh, terme, ça sera un élevage oui. équin. Et c'est vrai que dans un premier temps, on était parti plutôt sur une entreprise individuelle, mais on nous a fortement conseillé plutôt de partir en SARL ou autre. Et Hmm. c'est là où la limite est pas encore très très claire pour moi. Voilà. Et Ben, donc,
déjà, enfin, le statut travailler seul ou à plusieurs, hein, enfin, Oui, on c'est l'a ça. pas, on l'a Déjà, pas là, dit, oui. mais c'est quelquefois vous êtes obligé de créer à partir du moment où vous êtes deux. Enfin, je sais pas si vous avez un associé ou quelqu'un de votre Oui, famille qui ça Si, sera avec ma c'est votre compagne. compagne. Oui, avec c'est votre ça. Il y a compagne. Ah ouais, c'est- alors donc oui. Mm. oui, donc là effectivement, bon, enfin, c'est Madame peut être associée, Madame peut être Oui, salariée, salarié, parce que quelquefois on exactement. peut viser un statut de salarié pour Madame. Non pas pour les questions de participation aux décisions, mais pour la protection du ménage si vous arrêtez votre activité, pour qu'elle puisse bénéficier de Pôle emploi, par exemple, si un jour il y a un Oui. arrêt d'activité. Donc c'est peut-être une opportunité, si vous voulez. Mais Hein. c'est pour ça que toutes ces questions, je pense que c'est plus adapté en Oui, entretien en entretien individuel individuel. pour vous présenter Complètement. Mm. Et c'est vrai ma que situation. ce que j'ai évoqué tout à l'heure de la maîtrise des revenus, dans le cadre justement de l'allocation, enfin, du versement des allocations de retour à l'emploi par France Travail, effectivement, il ne faut pas avoir de revenus. Donc l'idée, c'est de se dire, eh bien, à ce moment-là, on va créer une structure à l'impôt sur les sociétés et pendant quelques années, parce qu'on d'abord, il n'y a pas la capacité, on ne se verse pas de dividendes ni de rémunération. Et du coup, Oui, ben, le France Travail nous accompagne et nous aide à pouvoir vivre, on va dire, pour pouvoir en fait développer et démarrer notre activité. voilà, nous c'est exactement ça. Le projet, c'est de réinvestir les gains pour développer l'activité. Tout à Mm. fait. Oui, voilà, au D'accord. départ, c'est souvent comme ça. Il faut démarrer. Au départ, même, on n'a pas forcément, on va dire, un retour suffisamment positif pour en vivre Mm. Oui, bien sûr. aussi. Très bien. Très bien. Madame Gilibert? Oui, moi c'était vrai, c'est vrai que c'était plus pour la micro-entreprise, donc Oui, on avait fait un petit peu. En fait, quand si vous n'avez pas parlé des prélèvements libératoires, oui. mais si on ne rentre pas dans les cases du prélèvement libératoire, on est obligé d'être à l'abattement de 60, enfin moi en vente de marchandises, à l'abattement de 71%, c'est ça, hein. J'ai pas d'autre Oui, choix. alors le prélèvement Ouais. libératoire, c'est un mode de paiement de l'impôt. C'est un. Mais disons euh, qu'on est à 1 enfin, les pourcentages ne seront pas les mêmes alors, parce que oui, parce ouais, que en gros, le prélèvement libératoire, c'est 1% ou voilà, 1,5. Mais ça, c'est de ouais, l'impôt. ouais, C'est. En fait, là, dans les présentations qu'on a fait, il me semble qu'on n'en parle pas parce qu'on veut pas, parce que c'est un cas particulier. Là, ce qu'on a mis, c'est le social, ça. C'est C'est les la partie cotisations d'accord. sociales. cotisation. Alors, Mm. effectivement, l'impôt, quand on est au micro-social, soit on est dans le système normal de l'impôt, auquel cas vous avez un abattement, par exemple, si vous faites, vous seriez en commerce, hein, donc vous seriez un abattement de 71%. Mmh, Donc, ces 29% se rajoutent à votre fiscalité personnelle, mmh, voilà, au même titre que vous avez des traitements et salaires ou autre chose. Soit vous avez un impôt, un pourcentage sur votre chiffre d'affaires qui vous libère de l'impôt sur le revenu. Mais c'est vraiment un cas particulier là qu'on ne veut pas traiter. Parce qu'il faut ouais, faire un calcul. Soit c'est le calcul de l'impôt proportionnel ou de l'impôt au taux normal du barème. Mais bon, C'est mais trop effectivement, il y a personnel. un petit choix à faire. Mais ça, Mm. on le fait ensemble, ce choix. C'est bah, un simu. disons que enfin, j'ai vu, hein, sur les je OK. rentre pas, je serai obligatoirement, voilà, aux 71%. En fait, c'était vraiment là où il me fallait il Ah fallait bon? que je sois rassurée, voilà, Eh ben, on sur ce pourra en point-là. parler parce que je veux pas que. On pourra en parler parce qu'en plus, quand on est en impôt libératoire, il y a des conditions de revenu fiscal pour le foyer, hein. Oui, oui, mais Vous y justement, ça êtes? va pas. Non. Ça va pas? Ah bon, bah donc vous serez au taux normal. OK. Bon, bah, très bien. Donc voilà, Euh, c'était juste là-dessus où il me fallait oui, pas être rassurée, mais enfin rassurée entre guillemets, mais voilà, donc Oui, je sais oui. qu'il hum. faudrait Des que confirmations, quoi, voilà, plutôt. une Est-ce, confirmation, tout à fait. est-ce que nos amis assureurs au pluriel peuvent, de manière courte, donner deux, trois points entre le statut d'assimilé salarié et le fameux statut TNS et quelle posture vous préconisez, notamment dans l'accompagnement des porteurs par rapport à ça, en cours, hein, je vous demande. Oui, encore. De toute façon, ça va être clair. On préconise aucun statut, nous. On va faire deux bilans différents suivant les statuts qu'on pourrait choisir. Et clairement, le statut TNS,
les cotisations sociales sont moindres, forcément. Oui. Donc, il est primordial de se protéger et de cotiser, enfin, de se protéger en mettant en place une prévoyance, un plan épargne retraite. Et puis, pour le coup, les TNS sont aidés fiscalement parlant puisqu'on bénéficie de la loi Mann. Ok. Dans ce cas-là. Merci. Des abattements fiscaux, effectivement. Et Rachel, si vous aviez à rajouter. Moi, je pense qu'après, oui, on n'est pas là, nous, pour donner un statut. Hein, ce n'est pas notre métier. Nous, on est là pour accompagner les personnes dans leur protection. Donc, en fonction du statut, on va adapter. Hein, qu'on soit TNS ou assimilé salarié, il y a des possibilités de se protéger. Ça a un coût, certes, mais le coût, il est vite amorti le jour où on a un problème de santé. Donc, ne pas rester non plus sur des a priori, hein, de se dire je vais rester assimilé salarié parce que j'ai une meilleure protection sociale. Ça, aujourd'hui, c'est complètement faux. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de spécialistes dans le domaine. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux conseiller. Très bien. Tout à fait. Et c'est vrai que souvent, on aurait tendance à... Alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais le travailleur non salarié, effectivement, la couverture sociale, elle est bien moindre. Mais pour autant, en prenant des garanties complémentaires, il peut justement préparer, avoir une prévoyance bien plus intéressante et importante et en même temps préparer un petit pécule de retraite qu'on ne retrouve pas si on est simple salarié, puisqu'après, du coup, on est en système de répartition, on n'a plus du tout les mêmes, la même protection. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des rajouts ou des... Monsieur Bay ou Karine? Monsieur Beck. Karine, c'est ça, madame Allô? Oui, j'ai perdu le... Est-ce qu'elle est là, madame Karine, c'est ça Karine, je sais pas son nom de famille. Beck, non, c'est ça, mais je ne sais pas si elle n'est pas partie. Qui a une écurie au Pertuis. Je ne la vois plus dans la liste. Ah bon, elle est peut-être partie, d'accord. Oui. Ok. Est-ce que tout le monde a posé des questions ou pris la parole pour qu'on puisse éventuellement en rester là, comme vous voulez? Non, c'était très bien. Merci pour les renseignements. Oui, merci beaucoup Bon. d'avoir pris du temps pour nous informer. Ouais. Alors, Avec plaisir. pour Pôle emploi, si, il y a madame... il y a Ludivine de France Travail, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. Je suis toujours là. Vous en pensez quoi de France Travail? Il faut déterminer le meilleur statut pour vous. Oui. Les créateurs, ça se réfléchit et on vous oriente vers des experts comptables pour ça. Mais qu'effectivement, après, faut bien réfléchir et puis parce que ça a une incidence après sur le versement des allocations. Donc, effectivement, oui. Bien choisir le bon statut pour vous, c'est important. D'accord. Bon. Ok, on aura l'occasion de se voir là prochainement. Écoutez, je sais pas, on peut Valérie, on peut en rester là avec la suite peut-être. On va rajouter 2-3 choses sur les BA, je pense, dans la présentation. Il y a deux lignes à rajouter. Puis on en reste là, Valérie? Oui, j'ai pas d'autres questions. Donc, de toute façon, on va vous envoyer la présentation par mail dans les prochaines heures, prochains jours, si jamais vous souhaitez revoir un petit peu ce qui vous a été présenté. Voilà, j'ai pas d'autres questions en attente. Donc, on vous remercie tous de votre présence. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Bonne journée. Merci très bien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.